RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hier, j'écoutais Radio Pirate Live dans ma chambre. J'ai installé une télévision pour ma blonde parce qu'elle dit, ma blonde, elle dit, moi j'aime bien le football, là, mais elle dit, le football, pendant des heures de temps, je me rends compte qu'une TV dans la maison, parce qu'on est dans une autre maison pour un temps, elle dit, ouais, il me semble que ça, c'est plate un peu pour moi. Ben, je dis, garde, on va aller s'acheter une TV, on va aller chez Tanguy, on va faire la patente. Et là, j'ai installé la TV hier et il y avait dans les applications de Roku TV, il y avait l'application de TuneIn Radio. Et je t'ai écouté, Jerry. Ah oui? Je t'ai écouté sur TuneIn Radio, sur Radio Pirate Live. C'était pas allongé sur ton lit, certain? Oui, j'étais allongé sur mon lit. Je t'ai trouvé bon. Ah oui? Je t'ai trouvé très, très bon. Martin était bon aussi. C'est le bout avec Martin de Pièces auto-économiques, c'était excellent. J'ai entendu Mr. White à travers à un moment donné. On n'est pas pire. On n'est pas pire, hein? On est tout partout. On est tout partout. On est chanceux d'être tout partout. On est vraiment privilégiés. Jay the Pilot est avec nous autres aujourd'hui. Jay the Pilot qui a essayé vendredi de rentrer au Rassemblement conservateur au Colisée. Pas au Colisée, mais au Centre Vidéotron. T'as pas été capable? Non. T'as oublié de nous appeler et de nous demander comment faire. On t'a organisé quelque chose. Puis après ça, entre ça, t'es allé faire un tour à Mexico City. Yes. Un genre de petit 30 heures vite. Mm-hmm. T'es revenu au Québec après Mexico City. Là, tu vis en plus en Floride à travers. Donc, t'as-tu remarqué que l'automne est arrivé? Oui. Si bol! Qu'il faisait pas chaud hier, je peux te le dire. Où est la lumière? On me dit qu'il y a quelques endroits au Québec, il y a encore du soleil qui a popé. Nous autres, on pensait l'avoir ce matin, il n'est pas encore arrivé. Donc, en espérant que cet après-midi, il va sortir un peu plus, mais on a besoin de lumière. Please, please, please. J'ai une petite annonce à vous faire. On aura le prof Caron tantôt. Le prof Caron va nous parler en direct du Kazakhstan dans le bloc numéro 2. La boîte, il y a la poubelle à Jeff là-dedans. Toujours sa coche, le prof. Le prof est sa coche. Ah, oui. On peut le suivre sur Twitter, donc le prof est sur la coche. Je vais vous faire un aveu. J'ai un gros aveu à vous faire. Je change mon allégeance. Ah oui? Et j'ai trouvé le politicien pour qui je vais voter à l'élection du 3 octobre. Ses idées représentent les miennes. Je vous le nomme pas, je vous le fais entendre. Le gouvernement devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. Le gouvernement... Hey, es-tu bon? Il est très bon. Hey, es-tu bon, ce gars-là? C'est qui, eux autres? Ah, ben, gars, je vais t'en faire... On va le découvrir un peu, là. C'est un genre de politicien qui a des mots... En tout cas, il y a des idées qui ressemblent à celles d'Éric Duhem. Mais, hein? Il ressemble à celles d'Éric Duhem. J'ai peut-être quelque chose d'autre pour lui, là. Actuellement, là... Dans l'histoire d'un peuple, il y a des moments où on a besoin d'un profil différent. Actuellement, là, on a eu toutes sortes de personnes qui ont promis de baisser les taxes, ils l'ont jamais fait, promis la réingénierie, ils l'ont jamais fait. Là, on a besoin de quelqu'un là, qui va aller faire ce qui a été fait dans la plupart des pays dans le monde. Moderniser notre État pour qu'il soit plus efficace. Vous pouvez dire avec un coût. Il y a moins de services. Non, on coupe des affaires. Non, regardez, ce que j'essaie d'expliquer, puis c'est ça mon principal défi, là, c'est d'expliquer à la population, sur 570 000 employés qui travaillent pour le gouvernement, qu'on paye avec nos taxes, il y en a 350 000 qui donnent des services, ça, on ne touche pas. Au contraire, on veut même l'augmenter. Mais les 220 000 qui sont dans les bureaux, c'est beaucoup plus quand on compare avec d'autres pays ou d'autres provinces. Et c'est là qu'on doit profiter de l'attrition. Donc, mais il n'y a pas des gens qui vous disent... Des baby boomers. Oh! Il veut couper dans la taille de l'État. Il veut couper dans la taille de l'État. Il est donc bien bon, lui. Christy qui est bon. Non, sérieusement, je ne voterai pas pour lui. Le gars s'appelle François Legault. Et je me demande pourquoi il n'est pas dans l'équipe de Éric Duhem. Parce qu'il dit exactement ce que Éric Duhem raconte à tous les jours. Et ça, c'était le discours de 2000... C'était 2012. Wow! C'était 2012. Je vais vous faire entendre un qui... en 2012 était... Ben, c'était un petit gars qui... un petit communiste qui faisait des manifestations avec du monde... avec des genres de mannequins pendus au-dessus des viaducs. Là. Et c'est un gars qui aspire
à devenir chef de l'opposition. Et regardez ce que lui pensait de la politique en 2012. Ça dure 13 secondes. Vous allez comprendre que dans sa tête à lui, ça ne fait pas 25 ans de ça. Lui, il ne croit pas à la démocratie, il ne croit pas aux institutions. Lui, il croit à une chose, le grabuge. C'est un gars que vous connaissez. On t'offrirait un comté facile, là. Ça t'intéresserait pas? Non, ça m'intéresserait pas. Villeray, là? Non, ça m'intéresserait pas. Puis, personnellement, ça m'intéresserait pas. Puis, idéologiquement, c'est pas comme ça qu'on va changer la société. Donc, ce n'est pas idéologiquement qu'on va changer la société. On est en plein cœur d'un mouvement violent qui est en train de faire shaker le Québec avec des manifestations dangereuses où on attaquait, entre autres, les policiers à tour de bras avec des balles de billard. Et c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, sincèrement, vous voyez les idées, les vraies idées de François Legault. Les vraies idées, c'est les idées qu'il racontait en 2012. Et le vrai Gabriel Nadeau-Dubois, c'est celui qui parlait en 2012, qui disait « Il n'y a pas le moyen de changer le Québec par des idéologies. Il n'y a pas le moyen de changer. Le seul moyen de changer le Québec, c'est par la violence que ces gens-là utilisaient à l'époque. » Donc, c'est lui le véritable Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, si vous pensez qu'il a l'air propre à TV pendant le débat, le face-à-face avec Pierre Bruno, où Pierre Bruno lui a donné un coup de main, rappelez-vous de où il vient. Rappelez-vous qui est là. Il faut faire attention. Dr. Eichel et Mr. Jive, là, il faut faire attention à ce genre de patente-là. On est un gars douteux. François Legault, je suis obligé de vous dire que moi, je crois, OK, peut-être que je vais vous décevoir en disant ça, là, mais ce que je viens de vous faire entendre tantôt de François Legault sur le pétrole, ça a été dit au Saguenay dans le cadre de questions sur GNL Québec dans une campagne de 2012. Et l'autre, c'est un entretien avec, dans le coin de Lévis, je pense, avec Patrice Roy. Moi, je pense que le vrai de vrai François Legault, c'est lui. Mais François Legault a fait dans ses shorts, il s'est écrasé devant le mouvement. Lobby Green. Le Lobby Green. Exactement. Et surtout les médias. Donc, il s'est écrasé. François Legault, là, c'est un gars qui n'a pas de courage. François Legault, c'est un gars qui n'a pas été capable de mettre ses culottes. Mais François Legault, dans le fond de lui, il ne l'avouera jamais parce que le mot droite lui fait peur. Mais François Legault, là, ça devrait être le vice-premier ministre du Québec si jamais Éric Duhaime était élu. Parce qu'il a les mêmes idées qu'Adrien Pouliot. Parce qu'il y a le fondateur, appelons-le le fondateur, les autres, regarde, c'était trop bizarre pour qu'on en parle. Là. Appelons-le celui qui a mis les bases du parti, Adrien Pouliot, il a les mêmes idées qu'Adrien. Ensuite arrive Éric Duhaime, il a les mêmes idées qu'Éric Duhaime. Pourquoi ces idées-là, maintenant, sont comme challengées par le même gars qui racontait en 2012? Il écrit un livre. Là. Il écrit un livre. C'est incroyable. Le livre, tu peux l'acheter. Oui. Enlève-le du marché au moins. Je sais pas, mais... C'est ça. Mais la différence entre ces deux gars-là que tu viens de nommer, Adrien Pouliot et Éric Duhaime, c'est qu'eux autres n'ont jamais changé vraiment d'idée. Ils n'ont jamais. Tandis que François Legault et notre ami GND, ben, ça change d'idée rapidement. Ça change d'idée rapidement, pas à peu près, on va dire. Jerry, t'es de bonne humeur? Oui. Hey, pendant Radio Pirate Prime, Jay the Pilot, qui est avec nous autres, qui est allé faire un vol vers Mexico City. Donc, qui aura le Grand Prix de Formule 1 dans quelques semaines d'ailleurs, un des beaux Grands Prix de l'année très populaire. Sont-ils en ville? Ils sont carrément en ville. J'espère qu'ils réparent les trous, hein? Ouais, mais il y a une place où le stade de baseball. Ils passent dans le stade de baseball. Là, okay. Il y a une place spéciale pour eux. Mais tu me disais que le coût de la vie, ça, c'est très bizarre parce que j'ai vu GND nous faire un genre de vidéo à la poilièvre où il nous sort une livre de beurre, il nous sort une pomme de salade, il nous sort du bacon tout cuit d'avance. Il m'a dit de quoi, pour un communiste, après moi, si tu manges du bacon, tu n'as pas le moyen de t'acheter du bacon. Plus cher, ça, oui, c'est le plus cher et de loin. Là. Mais en tout cas, il essaie de faire un peu son poilièvre, il essaie d'être proche du monde puis parler des prix. Parce qu'on se fait crosser à tout bout de champ. On se fait crosser par à peu près tout le monde, dans n'importe quel domaine. Tout ça, c'est de la faute de Poutine ou encore de la COVID, du manque de main-d'œuvre, du prix de l'essence, etc., etc. Donc, sur quoi on peut s'accoter pour monter nos prix si vous êtes dans peu importe le domaine. Il y a un paquet d'affaires à utiliser, mais c'est drôle. Tu es au Mexique, un endroit quand même assez perdu, ils n'ont pas tout, là. Et tu es dans le bout d'une montagne en haut, tu as mangé un repas avec, vous étiez 3, tu as mangé un repas dans un restaurant sportif. Et ça t'a coûté pour 3 personnes de la bière, oui. Une entrée de nachos, yes, tacos, des très bons tacos. Très bons tacos, oh, oui. Bière pour tout le monde, oui. 75 $ canadiens. Yes, l'équivalent de 75 canadiens. Donc, ça existe très encore. Bon. Belle soirée, là. Couple d'heures, 3 heures, on a regardé la game de foot.
C'était. Ils sont branchés sur l'Europe. C'était les Bengals. OK, Les le Bengals, les Cowboys. Le football. Ce qui était le OK, plus... c'est un bar sportif, là. Et les Mexicains sont maniaques des Cowboys. Très maniaque des Cowboys. Ils adorent le Texas comparativement à GND. Oui, eux autres, ils adorent Hein? le Texas. Oui, ils aiment le... Non, c'est des maniaques des Cowboys. Mais sont-tu plus football américain ou le soccer? En tout cas, c'était football américain à grandeur. À là. côté, oui. Tout avec le jersey. Ça avait l'air quasiment d'un Super Bowl tellement que le monde criait là. Je suis allé, à un moment donné, un match de l'Arizona dans l'ancien stade, qui était un stade fantastique. Là. Le stade de Tempe, l'Arizona de Tempe. Pas l'Arizona, mais l'Université de l'Arizona, donc à Tempe, tout à côté sur Phoenix, tu connais la place. Les Cardinals jouaient là avant. Donc, tu sais, la fameuse montagne à côté, avant qu'on déménage à Glendale, l'autre bout de la patente, qui est très, très loin, sur le bord de la Loupe. Donc, ça, c'est très, très loin. Mais ça, c'était vraiment downtown. Moi, j'ai adoré. Je suis allé voir 4-5 games dans ce stade-là. J'ai adoré ça. Puis, tu sais, je me dis, je sais que les Cardinals, à cette époque-là, n'étaient pas super forts. Ils décevaient leurs fans, etc. J'écoutais la radio parler, la radio sportive à ce moment-là. Puis, ils se faisaient blaster tout le temps. Mais j'arrivais quand même avec un chandail, un T-shirt des Cardinals pour avoir l'air d'un gars local un peu, pas me faire écœurer. Et là, j'arrive un match contre à Thanksgiving. La semaine après Thanksgiving. Et j'arrive dans un match contre les Cowboys de Dallas. Et et là, à ma grande surprise, j'ai de la misère à avoir des billets. Hein? Comment ça? C'est la première fois que je vois que les Cardinals de l'Arizona vont quasiment être sell-out. Ils étaient sell-out. J'étais le seul avec un chandail de l'Arizona. Le stade au complet, c'est des étoiles bleues sur un chandail blanc. Les étoiles bleues. C'est tout du monde qui ont traversé la frontière légalement. La Rio Grande. Ils sont tous, c'est les Mexicains à grandeur et ils sont là pour les Cowboys. J'étais carrément à Mexico City ou une ville le long de la frontière. C'était malade. Ça m'a marqué, cette affaire-là. Les Mexicains adorent les Cowboys de Dallas. Ouais. Pauvres autres. Des gros fans. Pas juste les Cowboys, les Texans aussi. Parce que là, Houston va jouer, puis il annonçait la prochaine game des Texans. Oui. C'était vraiment Ils sont fans des équipes du Texas. Oui. Alors ça, l'ami Ebel, êtes-vous plus en shape que moi? Moi, j'ai fait un genre de breakdown le matin. Oui. J'ai fait un breakdown sur Radio Pirate Prime. C'est peut-être par le manque de lumière, c'est peut-être par le genre d'automne qui arrive plus de bonheur. Vous remarquez comment ils sont hypocrites, la gang de salauds d'activistes gauchistes, green, les communistes. Hein, quand il fait 5 degrés plus chaud que la normale, ils sont là au bout de leur chaîne. Ah, la planète va exploser. Les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, les politiciens embarquent là-dedans. Et quand on se ramasse 7-8 degrés en bas des normales de saison, bien là, ça là que ça ne dérange pas bien. Ça m'énerve. Mais comme je disais tantôt, je m'attendais un peu de lumière. Donc là, je sais pas. C'est aussi l'ambiance, même si on est en pleine campagne électorale, la manière qu'on traite Éric Duhem et tout ça. Puis de voir que finalement, probablement que le 3 octobre, la vie ne changera pas bien. J'avais comme un down. Et j'ai fait un road trip live sur Radio Pirate Prime. Je suis parti du Québec là. Je suis parti genre là. Je suis parti avec un genre de petit RV que j'ai acheté chez Caravane 185. Direction l'ouest. Et on s'en va vers l'ouest tranquillement. On fait le tour. Pourquoi pas descendre tranquillement. Aboutir justement en Arizona. Oui. Pour se louer un Airbnb pendant un mois et demi. Profiter du beau temps. Moi, je pense que c'est le meilleur temps de l'année. Il y en a qui vont dire que c'est le printemps, là, genre fin mars, début avril, parce que les journées sont plus longues. Mais à ce temps-ci, novembre, début décembre, avant que le froid poigne pour vrai, si vous êtes amateur de golf ou encore de vélo, que vous allez faire un tour en Arizona, regardez, excusez-moi, là, c'est juste paradisiaque. Traîne un peu dans ce coin-là, va passer une couple de journées à Vegas, va se promener peut-être dans la communiste Californie parce qu'ils ont une place extraordinaire malgré le fait qu'ils sont bourrés de communistes. On va faire un tour pourquoi pas Santa Monica, t'en vas à Freeport en bas, après ça, on descend même à San Diego, remonte par les montagnes pour aboutir sur la 10 en passant par Palm Springs, retourne vers l'Arizona ensuite. On décide de partir vers la maison familiale du côté de la Floride. On s'en va tranquillement vers le Texas. Donc, sur la 10, on fait un petit tour au Texas. On viraille un peu. On va jusqu'à Houston. On passe par Waco. Austin, peut-être, pendant la course peut-être qu'on est un peu tard pour la course de F1. Et ensuite, on file. Et pourquoi pas pendant l'hiver, un genre de petit getaway d'une dizaine de jours au Costa Rica. Ensuite, revient.
juste avant de remonter au printemps, un genre de petit getaway encore dans le coin de Bahamas. Et vers le début mai, milieu de mai, remonte tranquillement la 95, arrête quelques jours dans le coin de Jacksonville, Sea Island en Georgie, jouer au golf un peu, regarder ces belles grandes îles avec les beaux grands ponts modernes, Jerry. Parce que les ponts sur des îles, c'est extraordinaire. Ensuite, on remonte tranquillement, on fait quelques heures, on s'en va vers... on s'en va dans le coin de pourquoi pas, Hilton Heads? Oui. Hilton Heads, ces coins-là. Donc, des belles îles également dans le coin. Ensuite, on peut même aller d'inter, un peu Raleigh, Charlotte, toutes ces villes-là en Caroline. On vit un peu à un peu à la country, un peu country music et tout ça. On mange dans des barbecue joints, on prend notre temps un peu, on arrête à Washington, on fait un petit tour à New York. New York est quand même spécial parce que New York, c'est la ville qu'on adore. On y resterait pas, mais on adore y aller faire un tour. Puis après, on monte la 95 tranquillement. On arrête dans le Connecticut. On va faire un tour à Boston. On longe la 95. On aboutit à Jackman. On arrive ici le 15 de juin. Une belle entraide, hein? Je m'en vais m'établir sur le bord de mon fleuve puis je reste là pendant 3 mois, en jouant à la tempête quasiment 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, en faisant des podcasts à travers ça. Oui, c'était ça ma question. Oui, on faisait des podcasts. On est là, on fait des podcasts. Starlink sur le top. Oui, on en fait tout le temps. Starlink sur le top. Oui, Starlink sur le top. Donc, dans ma tête, je suis un peu plus nomade que la moyenne, je dois avouer. Je suis peut-être moins... je dois porter à être ailleurs, mais... ce serait mon trip. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de changer d'air beaucoup. Et à chaque fois que tu es quelque part et que tu sens que tu es dans un dôme, parce qu'il y a des dômes partout, le nôtre est exceptionnel, mais il y en a partout. La minute que le dôme, tu le sens, c'est le temps de t'en aller. Donc, je file de même. Je file à être un peu partout. Mais je te comprends tellement, Jeff, parce que, comme je te disais un peu plus tôt dans Radio Pirate Prime, moi, j'ai pogné mon 2 minutes hier avec le froid, la noirceur, les feuilles au vent. J'ai fait « wow ». Oui, parce que là, toi, t'arrivais, tu as une résidence en Floride, ta blonde est basée là, ta blonde est infirmière dans un hôpital de Floride, donc ta vie est là. Et là, tu es allé faire un petit tour à Mexico City pour ta job, et tu es revenu à ton chalet ici pendant quelques jours parce que pour le travail, tu as besoin d'y être. Donc, tu as tout vu les contrastes, vite, boum, boum, boum. Ça, c'est encore plus dur. Oui. Oh oui, c'est ça qui est le plus dur. Fait que je comprends dans quel état d'esprit que tu te retrouves. Parce que là, moi, je commence à me dire, les journées de congé au Québec, j'ai la chance de... Pourtant, l'été, c'est extraordinaire. L'été, c'est parfait, mais c'est 3 mois. C'est ça qui est dur. Cette année, c'est 3 mois. C'est ça, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu capotes sur... on n'est pas encore à l'automne. On est supposément dans le plus beau mois. C'est un des plus beaux mois, septembre, au niveau de température. Tu es d'accord avec ça, Jerry? Très beau mois. C'est habituellement un super de beau mois. On l'a vu au début de septembre, c'était incroyable. Et habituellement, ça casse milieu octobre, OK? Et là, on est cassé il y a une semaine. Ce qui est triste là-dedans, c'est que la semaine qu'on vient d'avoir, on la récupérera pas en novembre. Parce qu'en novembre, s'il fait plus beau que la normale, au lieu de faire 2 degrés ou 1 degré le jour, il va faire soleil et 5 avec un vent nord-ouest. Ça va être correct. Ça va être mieux que sombre et moins 1, mais ce ne sera pas 19-20 degrés où on peut faire du plein air, on peut jouer au golf, on peut faire un paquet d'affaires. Donc moi, je trouve que celle-là a été... On les a bousillés, celle-là. L'automne, c'est vendredi. Je sais que l'automne, c'est vendredi. Mais ça commence vendredi pour vrai. Mais la réalité, c'est que... Pas à quelle heure, là? C'est que l'automne s'installe vraiment... Moi, les beaux-parents s'en vont toujours vers le 17-18 octobre. Et à chaque fois qu'ils s'en vont, ils disent tout le temps « ça ne nous tente pas nécessairement de partir tout de suite, on avait acheté nos billets d'avion, mais il fait encore beau. » Je dis « Regarde, allez-y pareil. » Oui. Parce que la minute que vous partez, c'est là que ça casse. Et c'est toujours le cas. On dirait que la minute qu'ils partent, ils partent avec le beau temps. Mais là, on dirait que c'est arrivé un peu à l'avance. On sait que c'est long, en plus. Ceux qui se font fourrer, c'est ceux qui achètent des billets pour venir en bateau, en croisière à Québec l'automne. Je m'excuse. Ben oui. Tu te fais fourrer. Moi, si j'avais un commerce, j'engage ceux qui le vendent des voyages. Ils peuvent le vendre n'importe quoi. Là. Ça serait pas de bon sens. C'est malade. T'arrives, tu débarques à Québec, il y a un vent de travers, les feuilles, ils revolent partout. Ils mouillent de côté. Il n'y a pas de lumière, il fait noir. Allez marcher dans le petit Champlain. Oui. On se l'est dit les 2 derniers jours. Hein. Aller marcher dans le petit Champlain, c'est le fun. C'est le fun au bout. Oui, oui. Le vent de côté, garde. Donc, j'ai eu mon petit moment, mais savez-vous quoi? Garde.
J'ai des passes de même. Puis j'imagine qu'on a tous nos affaires, on vit toute notre patente de manière différente, mais on a toutes nos petites passes. Parce que des fois, les gens pensent vous êtes tous craqués, vous êtes tous aussi, vous êtes tous. Non, on a nos affaires aussi. Là. On a nos bébites comme tout le monde. Là. On est pareil. Hey, le prof Caron est stand-by. On me fait signe, parce que lui, il est tard pour lui, donc on me fait signe qu'on doit aller lui parler. La boîte à Jerry est stand-by. La poubelle à Jeff également un peu plus tard. Mon nom est Jeff Fillion. On est avec Jay the Pilot également. Mr. White me fait signe de partir. On part. Le prof Caron, il s'en vient. Vous êtes sur Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. À quelques minutes de manger de nouveaux sandwich normandin. Poulet croustillant. Yes, sir. On sur va un petit tantôt. pain brioché. Exactement. On va avoir des frites à travers ça. Donc, Denis du Normandin, vrai de vrai pirate depuis le jour 1, va être avec nous autres pour manger ça tantôt. Donc, on a bien hâte, bien excité de ça. Mais juste avant, il faut travailler. Puis, c'est le retour du prof Caron en direct du Kazakhstan qui est professeur de sciences politiques à l'université Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Et j'ai avec moi Jerry, même que Mr. White, je veux t'avoir dans la discussion. On a Jay the Pilot qui est avec nous également. Tiger est dans la maison aussi parce que je commence avec un sujet qui est un excellent sujet de la part du prof Caron. Il dit, voici mon jugement critique sur la campagne du PCQ. Je résume. Duhem commet l'erreur vouloir être fréquentable à tout prix avec, entre autres, les médias traditionnels. Il n'ose pas les critiquer. Il les a dans son autobus avec lui. J'adore ce point-là. Vous allez avoir mon point de vue, mais avant, on salue le prof Caron, Jeff Caron. Bon midi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Wow! Là, tu brasses de quoi que j'aime. Là. Je veux t'entendre là-dessus, puis on parlera de tout le reste de la campagne, mais ça, c'est un point qu'on n'ose pas trop parler parce qu'on est avec le PCQ et on veut que ça marche. Mais moi, je vais te dire une affaire. Là. Moi, ça fait depuis le début que je dis ce côté-là, ça, j'ai pas ça en dedans de moi. Quand l'ennemi est identifié et que je sais que jamais il va te donner un break, je le barre à jamais. Je suis 2000% avec toi dans ce que tu vas nous raconter dans les prochaines secondes. Oui. Ben écoutez, moi, j'ai perdu mon droit de vote au Québec parce que ça fait 7 ans que j'ai quitté. Je suis rayé de la liste du DGE, donc je ne voterai pas le 3 octobre. Si j'avais à voter, il n'y aurait aucun doute dans mon esprit, je voterais pour un candidat du Parti conservateur. Mais bon, il n'en reste pas moins que je suis critique par rapport à la campagne d'Éric Duhem. Puis mon reproche, c'est qu'il essaie, comme tu l'as dit, il essaie contre vents et marées de rester dans les bonnes grâces des journalistes traditionnels. C'est comme si, est-ce qu'ils pensent naïvement qu'ils vont un jour se mettre à l'aimer? Si c'est le cas, je pense qu'il est naïf. Puis s'il décidait de les sortir de son autobus de campagne puis de boycotter les médias qui ont clairement là, des standards différents avec lui, il sait qu'il se ferait comparer immédiatement à Donald Trump. Puis ça lui fait peur. Fait qu'on dirait qu'il est comme assis sur une clôture ici. Il est comme incapable de faire ce qu'il devrait faire, puis couper tous les liens avec ces médias qui sont hypocrites, puis qui sont clairement en lutte contre lui, puis qui vont toujours le diaboliser de peur d'être perçu comme un émule de Trump. Donc, c'est comme ici, si Éric Duhem avait un besoin de normalité chez lui. Il est comme pas prêt à rompre avec le système médiatico-politique dans lequel il se trouve, puis dans lequel vous vous trouvez au Québec. Mais les journalistes... Moi, j'ai dit en privé, moi. Moi, j'ai dit en privé. Jamais cette normalité-là. Là. Et c'est ce qu'il semble pas vouloir admettre. Donc, dans un certain sens, c'est comme on dit en anglais, un peu delusional. Il devrait faire comme Poilievre, qui l'a dit très clairement après sa victoire à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Ils sont l'ennemi. Dis-moi, à partir de maintenant, c'est ça. Les médias traditionnels, ce sont pas mes amis. Puis à partir de maintenant, je vais m'adresser directement à mes électeurs. Parce que si je dois me fier aux médias traditionnels comme courroie de transmission pour faire passer mon message, ils vont le déformer, puis ils vont me faire passer là, comme un coucou, un type d'extrême droite, un individu non responsable qui fait qui développe son programme politique sur un coin de table.
Et c'est clairement ce qui est en train d'arriver à Éric Duhem pendant cette campagne électorale-là, là, que vous subissez depuis déjà, 3 semaines. Oh oui. J'ai tellement hâte que ça finisse ce matin. Moi, regarde, je suis plus capable. J'ai hâte que ça finisse. On dirait que je suis chez le dentiste depuis 3 semaines. Écoute, j'ai dit à Éric, dans les dernières fois qu'on s'est vus, j'ai dit... je pense que ton approche, t'es trop fin avec les médias. On n'est peut-être pas fait pareil. Je pense qu'Éric Duhem est foncièrement une très bonne personne. Puis une très bonne personne peut être contre les médias et mettre les gens qui veulent sa peau à tout prix en dehors de son autobus. Et puis, c'est pas le point, là. Mais il y a comme effectivement, il y a comme une réticence. En fait, on le voit, là, il n'est pas capable de couper la corde. On dirait que il y a espoir que si jamais un jour il n'est plus en politique, il va pouvoir retourner dans les médias. Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense que, comme toi, qu'il aurait dû mettre son poing sur la table et dire « Les médias, vous êtes nos ennemis. » Jerry, je veux t'entendre sur ce point-là. Quand j'ai vu la feuille du prof Caron, je me suis dit « My God, quel sujet! » On n'a pas assez jasé, puis plus le temps avance, plus on voit qu'ils sont les ennemis du Parti conservateur du Québec. Les plus gros ennemis, c'est pas Legault, c'est pas QS. Les plus gros ennemis, on l'a vu au face-à-face. Bon, on l'a vu au débat. L'ennemi, c'était Pierre Bruno. C'est exactement ça. C'était Pierre Bruno. Mais est-ce qu'il faut aller au débat? Oui, il faut aller au débat. Est-ce qu'il faut monter d'un rideau au débat? Et là, la question... Non, mais c'est pas de ça qu'on parle, là. Non, mais il y en a qui l'ont trouvé tranquille au débat. Non, mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est enlève le débat. C'est jour après jour. Mais tu te fais frapper dessus. Mais à un moment donné, tu ne peux pas démoniser quelqu'un tout le temps. À un moment donné, ça ne marche plus. Tu peux démoniser quelqu'un pendant un bout de temps, mais à un moment donné, ça ne marche plus. En ce moment, on dirait que je sais que c'est sacrant, là. Mais à un moment donné, on sent comme un retournement où ce que les journalistes font rire d'eux autres. Il y a même un gauchiste dans un périodique, je ne sais pas trop, au Saguenay, il a dit « Ouais, là, c'est un peu gênant. » Dans le sens que ils sont comme pris à leur propre jeu. Je pense que Duhem, je comprends qu'il se fait frapper dessus, là. Tout le temps, c'est insupportable. Est-ce que... Moi, j'aime ça, flatter puis te choquer en même temps. Ouais, mais moi, mais c'est pire que ça. C'est parce qu'il se fait attaquer de manière pas propre par les médias. Oui. Et à un moment donné, il faut que tu leur dises. Quand il te pose des questions qui sont connes, tu peux lui dire « Ta question, elle est conne. » OK? Il a le droit de dire ça. Quand quelqu'un lui demande, je sais pas, je ne me rappelle pas le nombre de questions connes, mais il y en a eu, on a eu 1, puis 2, puis 3. Je sais pas, Jeff Caron, comment est-ce que si tu as des exemples où il aurait pu effectivement revirer contre lui, puis leur dire un peu, style à la Trump, « You're fake news. » Puis je sais que tu vas nous planter, je sais que peu importe la réponse, tu vas me planter parce que tu es dans l'autobus avec moi pour une seule et unique raison. Tu veux que j'ai l'air d'un fou aux yeux des gens qui te lisent ou des gens qui te voient à la TV. Il faut qu'ils le disent. C'est ça. T'es ici pour me faire une job de bras. Le meilleur exemple, je pense, c'est l'histoire des masques là, dans les résidences pour personnes âgées. Ça, c'est vraiment, ça atteint le paroxysme là, du double standard. Tu sais, on peut critiquer tous les politiciens qui se présentent dans des résidences pour personnes âgées qui n'ont pas de masque. Mais si on en critique un, qu'on critique tous ceux qui font exactement la même chose. Si c'est comme ça, c'est correct, le traitement, il est fair. Mais ça, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Là. C'est lui le seul qui se fait critiquer. Et c'est ce qu'il y a de magique avec les réseaux sociaux. Ça a pris une couple d'heures. Les gens postaient des photos de Christian Dubé, de Vincent Marissal. Regarde, à un moment donné, là, les gens sont pas cons. Là. Puis ils commencent à allumer, puis ils se disent, les journalistes, là, leur rôle, c'est de rapporter la nouvelle. C'est pas de se transformer eux-mêmes en combattants politiques. Là. Qui laissent cette job-là aux politiciens. C'est la job des politiciens de faire ça. Les médias, eux, c'est de rapporter fidèlement, objectivement la nouvelle. Puis en fait, on est en train de se rendre compte que les journalistes sont en train de devenir des chroniqueurs. Oui. Le chroniqueur, il a le droit d'émettre son opinion. Le journaliste, lui, il présente la nouvelle de façon objective. Mais là, c'est rendu des joubinous. Pierre Bruno, c'est pas un chroniqueur. Là. Et Pierre Bruno donnait dans ses questions toujours un commentaire, et c'est toujours en fonction de diminuer Éric Duhem. C'est ça continuellement. Mais là, à partir du moment où c'est clair, là, c'est pas de l'invention dans notre tête, du paranoïa ou une forme de... C'est évident à chaque jour, cette affaire-là. Là. Oui, mais c'est une question... Mais c'est qui... On est sorti de la logique où c'est ma perception de la chose. Non, c'est clair, net et précis. Là. J'ai pas écouté le débat avec Pierre Bruno.
j'ai vu là, les commentaires ici et là sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, Éric Duhem, il a manqué une belle occasion, je pense, de dire à Pierre Bruno, écoutez, je savais pas que vous êtes chef de parti puis que vous participez vous aussi au débat. Là. Je trouve que vos questions sont pas mal orientées. Puis, je trouve que je suis le seul à avoir ce traitement-là. Là. Mais, Prof. Caron. Je me serais pas gêné de lui dire ses 4 vérités en pleine face. Là. Prof. Caron, en ce moment, il a son 20 %. Parce que nous autres, on veut qu'il brasse Duhem. Mais pour aller chercher l'autre tranche, pour aller chercher le 30 %, il faut pas... Au Québec, les gens ne veulent pas avoir des politiciens agressifs. Le Québécois, c'est une moumoune à la base. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on pense. Ah, c'est une moumoune. Ouais, il y a 20, il y a 20 de courageux, le reste, c'est des chickens. On l'a vu avec la COVID. Là. OK, on le sait, là. Le monde. Ouais, mais il y avait plus que. Ils ont peur de le rendre. Ouais, mais il y avait plus que 20 %. On a eu l'impression qu'il y avait 80 % de momoun puis 20 % de tough. Mais moi, je pense que c'est plus 50-50. Quand on regarde à peu près comment ça se passait, il y avait des millions de personnes qui ont été laissées abandonner. Et moi, je pense qu'un côté plus agressif, je sais pas, regarde, Jay de Palette avec nous autres, Jay, t'as une vision un peu haute. As-tu l'impression qu'Éric Duhem devrait être plus clair avec les médias et montrer puis envoyer le message comme de quoi que il sait qu'ils sont fake, il sait qu'ils sont là pour le démolir, puis à partir de maintenant, lui, il s'adresse directement aux gens, puis il passe pas par les médias. Anyway, il les trosse pas. Il pourrait le dire sur la place publique. C'est un peu... vas-y. Moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure stratégie parce que là, on lui colle déjà l'étiquette de Trumpiste. Peux-tu imaginer s'il commence à bafouer un peu les médias? Mais il a déjà établi cette étiquette-là. Ouais, mais Ils l'ont déjà établi. Même s'il répétait 50 fois de plus, ça ne changera rien. Oui, mais ils ont l'air fous en ce moment quand ils prennent cette étiquette-là. Les médias, le monde commence à se rendre compte. Au Québec, on se rendait même pas compte. On pensait, les gens en général pensaient que les médias étaient tout objectifs. Jusqu'à cette campagne électorale-là où qu'on commence à voir quelque chose. Nous, on le savait, les pirates le savaient. Mais quand on regarde ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui se rendent compte de cette espèce de biais-là là, entre les médias et Duhem. Jeff Caron, comment tu vois, outre ça, comment tu sens la campagne de loin, toi qui es spécialisé là-dedans, bon, Québécois, tu y intéresses, même si tu votes pas, tu vois de loin. Je veux t'entendre sur... Le débat en tant que tel, en fait, le non-débat, là, moi, je te le dis, il n'y a pas d'histoire. C'est un peu pour ça que j'ai hâte que ça finisse. Là. C'est juste des niaiseries. On n'a pas jasé encore. Les gens ont des problèmes financiers en ce moment par le coût de la vie. Il y a un paquet d'affaires qui arrivent sous nos yeux en ce moment. Toutes ces affaires-là sont évitées. On essaie de vouloir parler d'énergie avec les histoires qui se passent en Europe et tout. On est démonisé au bout de 5 minutes. C'est une drôle de campagne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Non, il n'y a pas de débat d'idées, alors que c'est paradoxal parce que la société québécoise a fait face à des défis considérables. Le vieillissement de la population, les effets ont commencé à se faire sentir pendant la pandémie. Là. Ça va juste aller en s'accentuant. Les soins de santé qui sont dignes du tiers-monde, qui surchargent au moins de petits bobos collectifs. Une économie qui est absolument pas prête à tirer profit de la prochaine révolution technologique qui va être fondée en grande partie sur l'intelligence artificielle. Puis tout développement économique au Québec, de toute façon, est inévitablement confronté à tellement de freins de tous les lobbies environnementaux, etc. Mais Jerry disait il y a quelques minutes qu'au Québec, les gens, ils n'aiment pas ça, la chicane. Puis je dirais, il n'y a pas tort, parce qu'en ce moment, moi, j'ai l'impression que le Québec est en train de vivre un moment anti-politique. Ça veut dire on débat absolument de rien. Puis ça, pour moi, c'est une période transitoire entre la fin des débats autour de l'axe fédéraliste-souverainiste qui a duré pendant à peu près 50 ans. À la fin de cette période-là, là, les gens se sont tannés des chicanes puis ont voulu passer à autre chose, surtout les boomers. Donc, ils veulent écouter leur petit téléroman en paix, profiter de la vie, même si paradoxalement, ça signifie pour eux de se faire enfermer pendant 2 ans. Donc, c'est un peu, il y a un côté égoïste. Puis la CAQ, c'est devenu, là, en quelque sorte, l'acronyme de la communauté des aînés du Québec. C'est des gens qui sont pas demandants, tant que le gouvernement ne remet pas en cause leurs privilèges. C'est une mentalité un peu de pense-petit qui est parfaitement bien reflétée dans la publicité d'il y a quelques semaines avec la petite madame avec la calotte. Là. Oui. Il a fait de son mieux. Oui. Nous autres, on n'est pas morts. Fait que pour nous, ça nous suffit. Puis, mais le problème, c'est qu'on voit très bien, la CAQ est très populaire chez les 55 ans et plus, mais quand on regarde dans les tranches d'âge, là, entre les 18
surtout les 18-34 ans, la CAQ est, pour ainsi dire, inexistante là, dans les intentions de vote. C'est très polarisé entre les électeurs du PCQ et de Québec solidaire. Puis ça veut dire que dans 10 ans, là, la politique, là, elle va revenir. C'est-à-dire les véritables enjeux, des débats d'idées, ça va revenir. Puis la domination de la CAQ, elle ne peut pas durer parce que c'est un parti générationnel. C'est un parti de boomers d'un âge relativement avancé. Donc, les jeunes, eux, veulent débattre puis ils veulent remettre les choses en question. Puis, comme je disais, on le voit très bien en fonction des appuis dans les tranches d'âge en bas des 55 ans. Puis, donc, il y a certains de ces jeunes-là qui sont animés là, de rêves qui sont complètement farfelus puis qui voudraient faire du Québec un Cuba avec de la neige. Puis, ces gens-là se réveillent le matin en pensant que l'apocalypse environnementale va les tuer avant qu'ils aient la chance de finir leur premier café. Puis, il y a les autres qui se rendent compte que le modèle actuel les condamne à toujours payer davantage puis qui ne seront pas en mesure de s'épanouir convenablement. Puis, tôt ou tard, ça, dans 10 ou 15 ans, cette opposition-là entre les utopistes et les réalistes va structurer le débat politique. Puis on est en train de voir là, la fin des 50 dernières années, l'ancien débat ou l'ancien axe où tous les débats étaient structurés autour des fédéralistes et des souverainistes, le Parti québécois, le Parti libéral, ils sont voués à se marginaliser ou à disparaître. Puis la CAQ aussi, au cours des 10 prochaines années, ça va être la même chose. Donc, les deux partis d'avenir au Québec, c'est Québec solidaire, puis c'est le PCQ. Puis quand ces partis-là vont reprendre là, la mise sur le débat politique, là, attachez vos trucs avec de la broche, là, parce que ça va brasser. Là. Puis là, il va y en avoir de la chicane, puis les débats ils vont être beaucoup plus violents. Puis il y a des premiers ministres, des candidats qui vont structurer leur campagne électorale autour là, d'une tournée des gargotes pour déterminer quel restaurant offre la meilleure poutine au Québec. Là. Ça va être fini. Là. Oui. C'est dans 10-15 ans, là, les campagnes électorales ne seront pas comme ça. Je suis d'accord. Puis écoute, on va... Moi, je suis prêt à... Tu sais, on a fait une élection l'élection qu'on a présentement, c'est pour savoir qui va être l'opposition officielle. OK? On va se le dire. Là, faut arrêter de niaiser. Il n'y a pas de chance qu'un des partis autres que la CAQ soit au pouvoir le 3 octobre. Ça n'arrivera pas à cause de la COVID et à cause de tout ce que tu viens de dire, Jeff, concernant la population qu'ils ont réussi à convaincre de voter pour eux. Puis cette population-là a tous ses droits. Là. C'est des citoyens qui ont le droit de vote et tout. Puis elle veut pas de changement. Elle veut avoir la même rengaine. Elle veut avoir la même affaire. Donc, ils vont... Là, on essaie de savoir. Va-tu y avoir 75 caquistes? Va-tu en avoir 100? C'est la seule question. Mais la vraie question, c'est qui va être à l'opposition. Donc, moi, j'ai fait un X là-dessus. Je sais que pendant les 4 prochaines années, il va encore avoir à tous les jours François Legault et Christian Dubé pour toutes sortes de raisons. Ça va m'énerver au bout. Mais au moins, si j'ai quelqu'un qui graffigne un peu. Et la raison pourquoi j'embarque dans ton affaire d'ouverture que Éric doit être plus agressif dans les dernières semaines puis il doit vraiment viser les ennemis, incluant QS. Tu sais, moi, je pense qu'il faut délaisser un peu François Legault. François Legault, correct, là, dans quelques places, François Legault, c'est ton ennemi que tu veux enlever de la place et prendre son siège. Mais il faut éliminer l'opposition. Il faut que tu te présentes comme étant la seule opposition à François Legault, clairement. Et là, il a failli jusqu'à maintenant à cause du face-à-face, entre autres, où on a laissé 2 jeunes. En tout cas, moi, je ne les ai pas trouvés exceptionnels, mais ça a l'air que le jugement populaire a donné à ces 2 jeunes-là le fait que Gabriel Nadeau-Dubois était bon, il pétait l'écran, il était préparé, etc. Puis l'autre, on s'attendait à rien, puis finalement, il était un peu meilleur que ce qu'on pensait. Donc, Éric est condamné à être plus agressif parce que Éric est meilleur que Gabriel Nadeau-Dubois. Je connais Éric depuis longtemps, on le connaît tous. Éric est meilleur. Oui, mais il faut que ça se traduise par des actions rapidement, parce que le 3 octobre, c'est tantôt. Et c'est là où, tu sais, moi, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est toutes des affaires un peu prémanchées et apprises par cœur. C'est des affaires qui ne connectent pas bien, on voit par l'attraction sur les réseaux sociaux. Éric, en étant un peu plus agressif, va envoyer le message qu'il y a dans l'opposition, il y a lui, puis il n'y a personne d'autre. Il faut qu'il utilise cette carte-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il est condamné à le faire. Oui, puis en fait, il doit faire une croix sur les résultats du 3 octobre. Il deviendra pas il sera pas premier ministre le 4 octobre au matin. Puis si lui-même est capable de se faire élire dans Chauveau,
Est-ce qu'il va être capable de faire élire d'autres candidats, peut-être 2 ou 3, surtout en Beauce, c'est là où les candidats semblent avoir le plus de chances. Donc, il n'est pas là pour le 4 octobre au matin, là. Il est là pour le 4 octobre 2033. Cette élection-là doit mettre la table pour les prochaines élections dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans. C'est là où il va avoir ses véritables chances. Lorsque la politique va reprendre ses droits, là, les gens, là, ils vont en manger, ils vont en demander là, des débats d'idées. Là. Puis ça va être entre lui puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui est très bon, comme tu disais, pour ressasser des idées prémâchées qui sont sexy. Hein? Tu sais, moi, j'aimerais ça, prendre l'autobus puis que ça coûte rien. J'aimerais ça que mon essence, j'aimerais ça qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. J'aimerais ça avoir plus d'argent dans mes poches sans avoir à travailler pour. Tu sais, c'est des formules là, qui plaisent à tout le monde, mais c'est pas des formules qui sont réalistes. Donc, et c'est ça, comme tu dis, c'est le véritable ennemi du Québec, puis du Parti conservateur. C'est ces utopistes-là qui voudraient transformer le Québec en Cuba avec de la neige. Oui. Et François Legault, dans 4 ans, il ne sera plus là. Non, la CAQ, c'est fini. On sait qu'ils vont gagner là, mais on sait qu'après, ça va être très difficile. Jay, as-tu une question pour le prof Caron? Oui. Dans le fond, dans cette optique-là, moi, je reviens avec ce que Jeff disait un peu plus tôt par rapport à peut-être un petit peu plus d'agressivité envers les médias, entre guillemets. C'est réaliste ce que vous dites, le prof Caron, puis je pense que ça fait vraiment beaucoup de sens, le nombre de députés qu'on peut espérer avec le Parti conservateur. Mais moi, je pense encore qu'on a une chance d'être dans l'opposition. Je pense que c'est là où les 2 prochaines semaines sont importantes parce qu'il y a un effondrement du PLQ inattendu, encore plus rapide qu'on pensait. Le PQ, il n'y aura pas plus que 1, là, ça va être bérubé. QS, je doute les chiffres de Léger Marketing. J'aime plus ceux de Main Street parce que c'est plus logique. Donc, moi, je vois une possibilité d'avoir... Je ne vous dis pas qu'il va en avoir 50, mais je vous dis que les autres en auront tellement pas, puis la CAQ en aura peut-être 100 ou 102, que finalement, peut-être que l'opposition officielle, avec 13 députés ou 12 députés, ça peut être Éric Duhem. Parce qu'il y a quelque chose aussi que Léger, il prend pas en compte, c'est la plus-value aux infréquentables. Puis on a vu ça au cours des 20 dernières années en Europe, surtout avec les partis plus d'extrême droite, le Front national, Jean-Marie Le Pen. Pendant toutes ces campagnes présidentielles, les sondages le sous-estimaient. À l'élection de 2002, quand il est passé au 2e tour, il a obtenu de mémoire 17% des voix au premier tour, puis les sondages lui en donnaient seulement que 12. Mais il faut comprendre, quand un parti est diabolisé comme ça, c'est un fasciste, un nazi. Quand vous faites appeler, là, oui, monsieur, on travaille pour telle firme de sondage, on voudrait savoir pour qui vous allez voter. Tu sais, vous ne voulez pas avouer à un inconnu au téléphone que vous vous apprêtez à voter pour quelqu'un qui est présenté dans l'espace public comme un nazi ou un fasciste. Donc, vous allez dire « Ah, ben, je suis indécis » ou « Je vais voter pour Jacques Chirac ». Tu sais, les gens optent pour l'option fréquentable. Oui. Mais en réalité, quand ils sont tout seuls dans l'isoloir, là, ils n'hésitent pas à voter pour le candidat qui est plus infréquentable. Donc, en réalité, moi, je soupçonne que les véritables appuis du Parti conservateur, qui est diabolisé là, par les médias, c'est à peu près 20%. J'ai vu un sondage dans la région de Québec, on parle de 25% pour le PCQ, puis 36% pour la CAQ. Moi, j'ajouterais un 5% de plus au PCQ. Regarde, le dernier Main Street. Le dernier Main Street au national donne 20%. Là. Celui qui est sorti hier donne 20% au Parti conservateur au national. Est-ce que tu vois donc... Est-ce que tu vois... Moi, qui est 4 de plus. Qui est 4 de plus que Léger Marketing. Est-ce que tu vois 21 en fonction de 5 de plus pour 16 ou tu dis, ben regarde, si Main Street est à 20, je peux même aller jusqu'à 24, même au niveau national? Oui, parce que, regarde, par exemple, le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne, les sondages ont sous-estimé le vote réel en faveur du Brexit d'à peu près de l'ordre de 5%. En 2002, Jean-Marie Le Pen, la sous-estimation, c'était à peu près de l'ordre de 5%. Donc, je dirais, moi, je ne serais pas surpris le 4 octobre. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, je ne serais pas surpris si le PCQ avait entre 23 et 25%. Donc, dans la région de Québec, si on dit 25%, ça pourrait aller jusqu'à 30%. Donc, dans la perspective aussi où peut-être le Parti québécois est en train de remonter un peu dans les intentions de vote,
on pourrait peut-être voir des candidats du PCQ être en mesure peut-être de se faufiler. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle, la montée. Si c'est vrai, là, si c'est vrai, le Parti québécois, là, c'est une bonne nouvelle pour le PCQ parce que les autres, ils grugent la CAQ. Ils grugent directement dans la CAQ. Là. Direct. C'est ça, exactement. Oui, c'est le noyau mais nationaliste. Mais je vous retourne la question rapidement. Si au début de la campagne, Duhem frappe comme vous le voulez, très méchant, très incisif, très baveux, puis frappe. M'excuse, là, il n'est pas à 23-24 d'un sondage. Oui, il est à 30. Non. Moi, je dis qu'il taponne à 12, 13, non, 14. Vous ne comprenez pas. Vous avez trop peur. Non, OK, je vais poser la question. Avant, Jay, tu n'as pas fini ta question tantôt pour le prof. C'était un peu ça. Moi, Jerry vient de dire l'inverse de ce que je pensais. Le Québécois, c'est une momoune. Oui, je comprends. Ah, mais non, il y a des Québécois momounes, mais les Québécois sont pas tous momounes. Tant qu'à ramasser 5, 6, mettons qu'on est optimiste puis on en ramasse une dizaine, disons. Go all in. Il ne sera pas premier ministre, Éric Duhem, demain matin, là, le 4 octobre, je veux dire. Donc, pourquoi pas go all in, ramasse tout ce que tu peux ramasser, le plus d'appui dans ta base électorale, puis prochaines élections ou dans 10 ans, comme vous dites, on changera la stratégie. Regarde, je vais donner un exemple, Jeff Caron. Donner un exemple de ce que c'est, mettons, que j'aimerais voir de Éric Duhem. On s'en va aux États-Unis, OK? Il y a des villes qui font la morale au Texas, il y a des villes qui font la morale à la Floride. Ils rentrent plein de migrants. Ils sont là de loin à New York, puis à Chicago, puis à Washington, puis à Martinville. Vous devez laisser ça. On n'a pas de règles à mettre. Nous autres, on est des villes ouvertes, puis on veut tout le monde. Pour de notre côté, on est des villes qui est prête à accueillir tout le monde. Mais dans la réalité, ces villes-là accueillent rien parce qu'ils ne sont pas proches des frontières. Ils accueillent à peu près rien de ces immigrants illégaux-là. Donc là, ce que certains politiciens avec du front de cochon ont fait, donc DeSantis et Abbott au Texas, ils ont mis ça dans les avions, ils ont mis ça dans les autobus, ils ont dit « Ah ouais, vous trouvez qu'on ne fait pas bien, ben regarde, on va vous en envoyer. » Et là, la panique est prise. Et là, on dit « Ah ben DeSantis, c'est pas humain ce qu'il fait. L'autre, c'est pas humain non plus, c'est pas correct, on fait pas ça, ça n'a pas de bon sens. » Est-ce que Éric Duhem, s'il était au Texas ou en Floride, aurait le courage de faire ce que les deux-là font ou justement, pour ne pas avoir mauvaise presse, il ne le ferait pas? Ben, c'est un autre système aux États-Unis, puis depuis Trump en 2016, où Trump a vraiment opéré une rupture là, entre lui et le système médiatique. Là. Puis maintenant, chez une certaine frange du Parti républicain, même ceux qui ne veulent pas se référer directement à Trump, ils réalisent que c'est quand même une méthode qui fonctionne. Parce que la population, la personne ordinaire, c'est pas un individu stupide. Là. Il est capable là, de s'informer par lui-même puis de comprendre les véritables choses. Puis, on voit de plus en plus les gens qui se détournent des médias traditionnels. C'est une des raisons pour laquelle les médias traditionnels sont en déclin. Puis, ils se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Il y a des bénéfices, il y a aussi des inconvénients, inévitablement. Mais pour moi, si Éric Duhem s'adressait davantage aux gens directement, à l'intelligence collective par le biais des réseaux sociaux, on l'a vu, Trump a été en mesure de se faire élire président en grande partie à cause d'une campagne électorale menée très efficacement par le biais des réseaux sociaux. Puis moi, je pense que c'est l'avenir de la mobilisation politique pour les partis politiques. C'est plus les pancartes, là. C'est niaiseux, mettre sa face là, sur un poteau d'Hydro-Québec. Là. Ça donne rien, ça. Là. Les véritables campagnes se font par le biais des réseaux sociaux. Puis je pense que Éric Duhem, s'il avait misé davantage sur ce filon-là, il aurait peut-être été en mesure de faire mieux passer son message. Parce que les médias traditionnels, là, ils vont toujours le diaboliser. Il n'y aura jamais là, le traitement de faveur qui est réservé à Nadeau-Dubois et compagnie. Là. Il doit s'y faire puis adapter sa stratégie. Ah, il le déteste. Il le déteste. Puis quand je dis rompre avec le système médiatico-politique, c'est pas d'envoyer chier un journaliste là, lorsqu'il pose une question débile, mais c'est de le faire passer pour un idiot, pour ce qu'il est en réalité. Là. Tu sais, il se posait la question, vous n'avez pas eu de masque? Il dit, oui, mais alors, pourquoi est-ce que vous ne posez pas la... Ouais, je vous invite à poser la même question. Vous avez dit, regarde, Jeff, rappelle-toi cela, vous avez dit là, que les jeunes étaient... faut sortir les jeunes, faire du sport pour qu'ils arrêtent d'être sur leur divan, à écouter Netflix ou encore à lire. Puis là, le journaliste dit, mais est-ce que vous êtes en train de dire que la lecture, c'est néfaste? Ça veut dire ça, il faut que le gars se fasse retourner dans ses shorts. Là. Mais ça, comme bonne réponse, c'est
quelle question stupide, là, tu sais. Oui, c'est ça, t'as pas besoin de... Les Québécois méritent mieux que vos questions stupides. Tu sais, des formules comme ça, à un moment donné, tu coinces les journalistes, puis ils se rendent compte que s'ils posent des questions stupides, ben ils vont se faire humilier, parce que les conférences de presse, là, ben souvent, c'est live à la télévision, là. Puis, tu sais, c'est son papa ou sa maman là, qui voit le petit journaliste là, de 23 ans qui vient de finir sa technique au cégep de Jonquière, là, qui travaille pour le Journal de Québec, qui se fait humilier comme ça publiquement. C'est pas super le fun, là. Non, puis... Il y a une façon une arrogance qui est quand même polie, là, dans un... puis on sait qu'Éric, s'il y en a un qui est capable de le faire, c'est bien lui. Oui. Écoutez, outre ça, puis je finis là-dessus, puis regarde, on faut s'en parler avant le 3 octobre pour les prochains jours qui restent, Jeff Caron, mais il ne faut pas oublier une chose. Là, on veut plus. Puis moi, je vois une opportunité. Je suis un peu dans le même bandwagon. Je suis dans le crazy train le tien et également celui de Joe Hamel. Mais on est parti quand même de 1 %, on est rendu à près de 20 %. Exactement. C'est extraordinaire, là. Tu veux dire, c'est extraordinaire, mais il y a une opportunité et on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. L'opportunité, elle est maintenant. Et moi, je pense qu'il faut y aller avec le grand coup, dans le respect, mais il faut éliminer ceux qui nous nuisent. Il faut montrer à ces gens-là qu'ils sont souvent des idiots. Et moi, je pense que c'est des choses qui peuvent devenir virales. Et quand ça devient viral, ben là, tu sais plus ce que ça peut faire. Ça devient viral sur TikTok, etc. Puis là, t'as un paquet de jeunes qui embarquent et qui disent « Hey, c'est donc bien cool, donc bien drôle, donc bien... » Et là, finalement, ça se traduit par des gens qui ne pensaient pas aller voter et qui vont voter et qui te donnent un plus, parce que ces gens-là ne votaient pas pour personne. Oui, puis ça génère des débats aussi, là. Ça se ramasse sur les réseaux sociaux, le journaliste qui se fait exposer pour une question stupide, ça peut générer des débats. Tu sais, les débats qui n'ont pas lieu dans la sphère médiatico-politique à l'heure actuelle, là. Tu sais, c'est des visites de gargotes pour manger de la poutine puis de la crème glacée, là. Mais là, vous autres, vous n'avez pas ça, vous autres, au Kazakhstan, là, la bonne crème molle, marbrée, là. Vous mangez du cheval. Ouais, vous mangez du cheval. Hey, merci, Jeff Caron. Ben le fun de nous avoir parlé, puis on se reprend d'ici la fin de la campagne parce que, regarde, c'était vraiment trippant. Les sujets soulevés sont vraiment très forts. Donc, professeur de sciences politiques à l'Université Nazarbayev du côté du Kazakhstan. On a la chance de l'avoir avec nous autres. Vous pouvez le suivre également sur Twitter. La boîte à Jerry et c'est pas mal le prochain bloc. Es-tu prêt, mon ami Jerry? Ben oui. Oh yes. Vous êtes sur Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Tu sais, dans mon histoire de début de show, le prof était bon, là. Le prof était excellent, vraiment, là. T'es en feu, le prof. Prof Caron. C'est pas le même qui était avec les Blues de Saint-Louis, c'est un autre. Non, c'est un autre. C'est un autre, il est plus jeune pas mal. Oui, c'est ça. Mais on a le droit, puis hier, on l'a fait avec Joe Hamel d'une certaine manière. Tu sais, on le fait, tu sais, puis on le fait pendant parce que on aime Éric, puis on voit le potentiel et on voit de où il est parti, puis où il peut aller. Puis moi, je sens qu'il y a une opportunité, un peu comme Joe nous expliquait hier. Il y a une opportunité, puis des fois, il faut juste tweaker quelques petites affaires. Tu sais, des fois, c'est ça, tu pensais tantôt que il allait arriver là, puis quasiment avec un marteau sur le lutrin, puis qu'il allait effacer sur à chaque fois qu'un journaliste allait poser une question. Non, t'es pas obligé. Tu peux intelligemment, avec un bon ton, tu peux les revirer, puis qu'ils ont l'air d'une gang de nouilles. C'est peut-être ça qui manque un peu à Éric. Et je sais que s'il y en a un qui est capable de le faire, que l'intelligence de le faire, c'est notre chum Éric Duhaime qu'on adore. Il est capable de le faire. Si on parle de ça, c'est parce que nous autres, on veut que ça arrive. C'est parce qu'on voit l'opportunité qui soit l'opposition officielle. Elle existe. On peut pas... regardez, on voit les chiffres. Là. Il y a une possibilité. Eux autres, ils ne donnent pas de siège. Ils donnent quasiment 20 %. Si jamais c'est le cas en passant, là, que c'est lui qui a le deuxième plus haut pourcentage et c'est lui qui risque de se ramasser, d'après les sondages, il se ramasserait avec le moins grand nombre de sièges avec le PQ. Notre système démocratique est scrap. Là. Je sais que ce n'est pas un système qui a été prévu pour 5 partis, là, mais si, mettons, il ramasse avec 20 % du vote et qu'il y a 1 ou 2 députés, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente. Elle en a parlé, la chef libérale, de ça. Elle a peur, justement, de se faire, pas rayer de la carte, là, mais d'avoir un pourcentage puis d'avoir pas beaucoup de députés. Elle a peur de ça. Ouais.
Hey, t'étais allé à Mexico City avant qu'on tombe dans la boîte à Jerry. Puis, je sais pas si tu es allé à Los Cabos pour ton travail récemment, mais dans mon thinking hier, j'ai regardé un peu les Airbnb à Los Cabos, puis j'ai regardé les prix d'avion aussi. Je me suis dit, tiens, petite semaine à Los Cabos, why not? Et en tout cas, peut-être que moi, j'ai pas magasiné dans la bonne place, là, mais ça a l'air être... on va dire de quoi? Si tu veux voyager de ce temps-là, sors le cash, hein? Ouais, c'est plus dispendieux. Oui. C'est sûr, tout monte, hein? Ben, Los Cabos semble être un coin un peu épargné de toute la violence des cartels. Je sais qu'il y en a des montagnes, je sais qu'il y en a dans le genre de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une genre de presqu'île. Là, péninsule du Péninsule, Yucatan. voilà, péninsule. Ouais. Je sais qu'il y en a un peu, mais dans mon trip hier, ça, j'y allais pas en VR. Là. J'y allais vraiment en avion, mais dans mon trip, je me disais, ouais, il me semble que j'ai besoin de soleil. Le soleil est garanti 100%, pas un nuage. Mais je regardais juste le prix des terrains de golf. Il n'y a pas grand-chose en bas de 400$ US. Tu sais, vous êtes deux, ça coûte 800. C'est 800. Ouais, c'est là, t'as cher, pas mangé US. C'est vraiment cher. Très américanisé. Là, très cher. Là, je me disais, mais je suis donc bien pauvre, moi. C'est je suis donc bien pauvre, moi, là. Pauvre. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Mais tu parles du dollar US, justement. Tu sais, es-tu fort, le dollar US? Non, c'est capoté. Là, on toutes les voit. devises du monde. Ah, ben, c'est ça. Quand on l'a vu contre l'euro, il est rendu au pair avec l'euro. On parle de la livre sterling. Écoute, c'est incroyable, pareil. La livre sterling, c'était à quoi? 78 cents. Elle est rendue à 88 cents. Donc, eux autres, il faut qu'ils donnent des pence, là, en fin de compte, là-bas. Donc, eux autres, pour avoir $1 américain, il faut qu'ils donnent, comparé à cet été, il faut qu'ils donnent quasiment genre 12 % de plus depuis le mois de mai, avril ou mai. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le dollar américain est très fort, comme tu l'as dit, contre toutes les devises. Nous autres, ici au Canada, on est à combien présentement? 1,34 ou dans ce coin-là? Non, c'est pas le meilleur temps. Ouais, moi, je le regarde à l'inverse, 74. Ouais, c'est ça. Il faut donner 1,34 pour avoir une pièce. Oui. La face, c'est qu'on donnait 1,25 au mois de mai. Là. Oui. Oups. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais je veux dire, sur des gros montants, ça vient apparaître. Et là, c'est ça l'histoire. Là. Sur le prix de l'essence, ça paraît. Mais là, Apple arrive. Apple, bonjour, ils lèvent le bras, eux autres. OK, là, ils lèvent le bras pour qui? Ben, pour tout le monde sur la Terre, sauf les États-Unis d'Amérique. Là, ils vont monter, autrement dit, il va y avoir une hausse de tarifs sur l'App Store. Donc, autrement dit, si ceux qui vendent sur toutes les applications puis tout ça... Ben, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils l'ajustent en fonction du dollar. Il faut qu'ils l'ajustent. Mais là, ils vont l'ajuster. Donc, c'est au mois d'octobre. Donc, tous les développeurs dans le monde entier viennent se dire, ben là, ça va coûter encore plus cher puis plus cher. Mais c'est toujours plus cher. C'est toujours plus cher, puis c'est plus cher. Puis là, telle affaire. C'est tous des petits détails comme ça. À un moment donné, tu te dis, coudonc, l'argent me file des mains. Mais c'est ça, là, tout coûte plus cher. Mais c'est pas si bon que ça pour les États-Unis. Non. À long terme, ça peut être difficile. Là, parce que surtout pour les exportations. Exactement. Ouais, pour l'importation, c'est extraordinaire. Là. Ils achètent tout à rabais. Puis je t'en ai glissé un mot. C'est sûr que c'est minime, là, mais quand même, là. Ceux qui achètent présentement des appartes à Paris, c'est des Américains. Là. Ben, c'est le temps pour eux autres. Ils parlent anglais. Là. Okay? Dans tous les secteurs de Paris où tu as des appartes, ça fait merveilleux. Là. La vue, c'est à Tour Eiffel. Là. Okay? Les clients, c'est 100% des Américains présentement. Ils débarquent là, les autres sont-ils contents? Ils sont au pair. Ah non, c'est incroyable. Ça, c'est... Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Mais la tendance, c'est ça. L'argent est très peureux. En ce moment, on s'en va se cacher. Là. Le monde est peureux. Donc, le monde va se cacher dans le dollar US. Dans le dollar US. C'est à cause de la bourse. Là. La minute que la bourse va... la bourse va reprendre, la bourse va reprendre. Peut-être l'immobilier va être moins shaké qu'on pense, etc. Peut-être que le dollar va se calmer l'air un peu. Mais tu l'as dit, pour tout le monde. Et je le dis souvent là, parce que Justin Trudeau fait un fou de lui à bien des endroits. Là. Il s'est fait crier tous des noms hier, c'est drôle, quand il était en Grande-Bretagne. Puis sa photo avec la PM de Nouvelle-Zélande avec le masque dans l'avion, c'est vraiment, vraiment une joke. Là. Mais là-dessus, on ne peut pas lui dire que le dollar canadien baisse à cause de lui parce que le dollar canadien est une des devises qui baisse le moins. Il baisse, là. Il baisse, mais quand on regarde le pourcentage par rapport à d'autres, le dollar canadien est celui qui fait un peu le mieux. Est-ce que c'est lié au pétrole? C'est lié au pétrole. C'est lié au pétrole. Carrément. Puis les ressources, en fait, compte toutes les ressources au Canada, l'engrais. On devrait avoir un dollar US. Comment? On devrait avoir le dollar US. Ah ouais, ça c'est...
Oh boy, là, tu sors un débat, là. Oh boy. Les Canadiens anglais veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Les Canadiens anglais sont tellement débiles que juste pour être sûr de ne pas avoir l'air des Américains, ils aimeraient mieux avoir un dollar à 40 cents que faire le switch. Ton dollar est à 40 cents, là. Tu crèves de faim. Là. Ton téléphone coûte 3500 au lieu de payer 1700. Oui. Là. OK? Et tu lui dis, ben regarde, là, on va prendre tous tes dollars dans ton compte de banque, je les transfère en US. Je ne fais même pas de devise, je ne fais même pas d'échange. Tu as 20 000 dans ton compte de banque, je donne 20 000 US. À partir de maintenant, la devise canadienne, c'est la devise américaine. Et les Canadiens anglais disent non. Ils disent non, j'en suis convaincu. Éric aurait dû non, ils sont débiles de même. Éric aurait dû mettre ça dans son programme. Hein? Si je t'ai élu... Non, mais c'est parce que s'il va avoir les Anglos de Montréal, il peut pas. Il peut pas. Non, c'est les Anglos de Montréal. Non, ça, c'est sûr. On change le système métrique pour il le système impérial. Il y a deux affaires qui, dans leur tête qui prouvent qu'ils sont... Le passeport, le drapeau, oui, mais c'est surtout le dollar canadien et le système de santé. Mais là, tu lui dis, ouais, mais ton système, c'est un système de merde. Pas grave. Il est différent de celui des Américains. Ouais. Si les Américains arrivent avec un système universel comme le nôtre, ils sont les premiers à vouloir le démolir. C'est vraiment une crowd spéciale. Les Canadiens anglais là-dessus, là, on parle bien des Québécois, là, mais les Canadiens anglais, c'est du monde spécial. Là. C'est vraiment du monde spécial. Je suis tombé sur des statistiques. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte. On sait qu'Amazon, c'est tout à fait incroyable. C'est quand même 1 523 000 employés. Là. Amazon, c'est énorme. C'est Amazon, oui, tu as le magasin en tant que tel. Là. Amazon, 50 des revenus, c'est leur magasin. 20 c'est le third party. Donc, c'est ceux qui mettent leur stock sur Amazon. Puis, Amazon, c'est pas une cote. Après ça, ben, tu as toutes les bébelles. Le streaming, les affaires même. Et aussi, ben, tu as le cloud. Ça veut dire, AWS, tu as le cloud qui est énorme. Je pense que c'est 13 ou 14 des revenus d'Amazon. Mais la statistique, je suis tombé sur les stats d'Amazon. Je capotais, là. Je savais que c'était hot, là, mais ça se peut quasiment pas, là. Il y a 25 ans, donc en 1997, Amazon, ils vendaient des livres puis quelques cossins, là. Je veux dire, en 97, là, c'était ça, Amazon. Quand même, c'est très fonctionnel, là. Ça allait très, très... C'était hot, là, mais ils vendaient... En quelle année? En 97. Les revenus, on dit l'argent qui rentre dans la caisse. Je ne parle pas de profit, là. Je te parle de revenus. Il y a une caisse, l'argent qui rentre dans la caisse, ils vendaient 13 000 $ à l'heure. En 97. C'était des livres, là. C'est des livres. Uniquement c'est juste des livres, puis 2-3 bébés. Sais-tu quoi? Moi, je vivais aux États-Unis dans ce temps-là. Dans ces années-là, j'avais encore un bout aux États. Puis, quand on parlait de ça, là, les Barnes & Nobles étaient très populaires. Oui. Tu allais lire un livre, tu achetais une grosse librairie, il y avait un genre de café dedans, patente de même. Puis tout le monde était un peu ben oui. On l'a dit. Tout le monde riait, un peu comme tout le monde riait du iPhone quand l'iPhone s'est sorti par rapport à BlackBerry, mais tout le monde était crampé de rire. Ben oui, il y a des gens qui vendent des affaires sur Internet, des livres. Voyons, il n'y a rien de mieux que d'être dans une vraie. On va dire de quoi il en reste plus bien des Barnes & Nobles. Non. Ils en ont mangé une tabarnache. C'est fini. Donc, c'est il y a 25 ans, mais si je t'amène, mettons, au début des années, quelques années plus tard, peut-être 3, 4, 5 ans plus tard, grosso modo, il était rendu à 373 000 $ à l'heure. On est 30 fois, 30 fois plus. C'est une explosion. En quelle année, là? Là, on est en 2002, 2003, un peu dans ce coin-là. On tombe en 2007. En 2007, il pogne le 1 million de dollars de revenus à l'heure. Bon. En 2007. Boum. Là, donc, c'est là. 24 millions par jour. Oui, c'est ça. c'est quand même assez impressionnant en peu de temps. C'est-à-dire, on s'entend-tu? Et là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, là, ça fait pas longtemps. Là, 2017, il y a 5 ans. là, En 2017, c'est 18 millions de dollars l'heure. En vente. 18 millions à l'heure. Chaque heure. Boum, boum, boum. Aujourd'hui... Ça fait 400 millions par jour en passant. Ouais. Aujourd'hui, on est à 56 millions de dollars de l'heure en revenus. L'argent qui rentre dans les coffres d'Amazon. 56 millions de dollars de l'heure. C'est inimaginable. C'est quoi? C'est 486 milliards de revenus. Ça, c'est l'année passée. J'ai hâte de voir la statistique pour 2022. Attends un peu. 2023, 2024, 2025. M'excuse. On ne peut pas faire de recommandations. Mais il va falloir se poser des questions là, sur le modèle d'Amazon, la livraison à domicile dans les
dans toute cette époque-là où on sait que les réchauffements climatiques et tout là. Il va falloir revoir le modèle. Là. Les seuls qui font. Puis ça, c'est une chronique intéressante que j'ai lue il y a quelques temps. Les seuls qui peuvent arrêter le rouleau compresseur d'Amazon, les seuls, c'est le gouvernement. Trouver des espèces de patentes, des twists. Oui, pour les démolir. Pour les démolir. C'est les gouvernements qui peuvent les arrêter. C'est pas les autres. C'est pas les autres business. Il n'y aura pas. Walmart est bon. Là. Walmart est bon. Bon, des magasins, mais vraiment, là, tout leur côté web, ils n'ont rien à envier, mais... L'efficacité d'Amazon. Ah, c'est incroyable. C'est pas battable, mais tu penses... On n'en revient pas à chaque fois qu'on commande. Mais tu penses pas que ça va être too big to fail? Ouais, mais ça va être rendu le monstre que c'est. Là, mais ça va être l'histoire de monopole. Puis tout voilà, l'histoire de monopole. Ils vont tomber là-dedans. Il va falloir qu'ils séparent la compagnie. Des sortes d'histoires de même. C'est là-dedans, je pense. C'est les gouvernements qui vont brasser cette patente-là parce que c'est un rouleau compresseur. Si tu regardes les statistiques, là, imagine-toi dans 10 ans. Trump l'a essayé, là. Trump est en guerre contre... parce que tu sais que Jeff Bezos, le gars d'Amazon, possède le Washington Post. Jeff Bezos, oui. Jeff Bezos possède le Washington Post, puis il disait que la couverture qu'il me fait, on sait dans quelle équipe est Jeff Bezos. Et il commençait à donner de la merde pas mal, là. Donc, si Trump avait été élu un deuxième mandat, d'après moi, il y aurait eu une guerre contre Amazon. Oui. Ben oui. Ça en aurait mêlé une coupe, là. Mais ça. Avant ça, qu'est-ce qu'on en boit? Ceux qui vaccinent... Je peux-tu aller vacciner, moi? Ben moi, je lève ma main. Là. Moi, j'aimerais ça aller vacciner. Il y a des vaccineuses. Il y a des vaccineuses, des vaccineux. Il y a des vaccineuses retraitées. Donc ça, ils ont une retraite, là. Ils sont sortis de leur retraite. OK, ils gagnent combien? Une infirmière à retraite, ça gagne combien? 47 000? 50 000? Oui, c'est ça. On met 50. OK, on met 50. Donc, et là, la vaccineuse, elle vaccine. Mais elle vaccine pas, là, parce que là, il n'y a pas de non, il y a pas j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais elle est présente. Elle est présente. Et la personne a dit, j'ai un peu honte de vous dire ça, là, puis elle a dit, je suis très mal à l'aise, là, mais je fais 100 000 par année. Là. Oui. Attends une seconde. Donc, ça fait 150 000. La retraitée fait 150 000 de revenus par année. Là. Ils font 500 pièces de l'heure. 500 pièces par jour. Non, par jour. 500 pièces par jour. Mais non, 500 pièces par jour. T'as peu. Ils boivent du café, là. Oui, ils boivent du café. Au promenade Beauport, ils boivent du café, là. Ça jase, là. Ah non, c'est épouvantable. Ils ont le temps de magasiner, là. Puis on n'a pas d'infirmières dans les hôpitaux. Quel scandale! Les hôpitaux sont bordéliques, là. 500 pièces par jour. Ah, tu sais quoi? Ça dérange personne. Ça dérange personne. Moi, ça me dérange. Ah, mais moi aussi. Moi, ça me dérange. Je sais que tous les pirates live ou pirates prime sont en sacrament. Mais je veux dire, le monde, alors, ça, oublie ça, ça lui dérange zéro. Quoi, si on a d'autres, Jerry? Ça fait vite de même. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça ce matin, puis c'est drôle parce que c'est une pirate, là. C'est une pirate. Moi, je l'adore. Je parle souvent avec elle aussi, hors d'onde. La CAQ avec son affaire de Clic École, là. Il y a Clic Santé, là, ils sortent Clic École. Clic École. Clic École. Autrement dit, il va y avoir un genre d'application, un genre de site web où ce que le monde va pouvoir communiquer avec les professeurs, avec l'école. Ça existe déjà. Clic École, 4 millions. Une autre patente pour mettre de l'argent dans le feu, là. Ça existe déjà. Les écoles, ils l'ont, là. Ah, ben là... Moi, on m'a pas dit ça, là. Roberge... il paraît que Roberge, il sera plus... on ne sait pas, il n'y a pas de job à vie de ministre, là. Il n'y a pas de job à vie de ministre. Ben là, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de système de pluriportail, là. Puis là, ben, je t'allais faire une conférence, puis j'ai l'air d'un gros épais, là. Ah oui. À cause de lui. Je suis tanné de Roberge, là. Je vais péter ma coche, là. Il n'y a pas un hashtag que j'ai vu passer, Let Roberge be a teacher again? Oh! On a besoin de lui? Ben oui, c'est ça l'histoire. Ben oui, il manque de profs. Hey, là, je m'en vais dans quelque chose que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que moi, je suis un fan de Blade Runner. Êtes-vous un fan de cinéma? 1. 2. Blade Runner, c'est une... Blade Runner, là, c'est... Je sais même pas c'est quoi. Moi, je suis perdu après 20 minutes. Non, je comprends. Je connais rien de Blade Runner. En 1982, quand Blade Runner était au cinéma, puis je vous le dis, là, c'est vrai, là, le film était au cinéma, la salle est pleine. Après une demi-heure, il restait 25 personnes dans la salle. Ah ouais, donc le monde était fourré, était mêlé?
Le monde n'a pas compris. En 82, c'était un peu trop innovateur. Le monde ne comprenait rien. Je te le dis, là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pour vrai. Là. Le monde ne comprenait rien, absolument rien. Blade Runner, le monde ne comprenait absolument rien. Mais aujourd'hui, c'est un film culte. Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. Dans tout, Ridley Scott, il a fait des chefs-d'œuvre. Il a fait Top Gun, non? Ridley Scott, le dernier Top Gun? Non, je pense que c'est son... Non, le premier. C'est plus un gars de science-fiction, je pense. Ah oui? OK. Parce que Alien, oui. Là, Alien, Thelma et Louise, Gladiateur, Black Hawk Down, le film de guerre là, qui est extraordinaire. Là. Il y a du film d'action un peu pareil. C'est pas exactement. Juste, non. Fait que mais là, il prépare présentement Napoléon. C'est Napoléon, c'est capoté, là. C'est Joachim Phoenix qui va faire Napoléon. Pareil, ça va être... Napoléon, c'est une histoire. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mais l'affaire, c'est que les fans comme moi de Blade Runner, parce que tu as eu le Blade Runner 2049, donc c'est comme la suite. C'est Denis Villeneuve qui l'a fait, le film, avec le hockey, justement, de la gang. Donc, Villeneuve a fait le film. Ils ont perdu 80 millions. Mais c'est comme un cinéma un peu de niche. Tu sais, Blade Runner, c'est un peu spécial. C'est-à-dire le style, c'est un style particulier. Mais les fans... Je sais qu'il y a des pirates qui sont fans de Blade Runner. Les fans vont être contents parce que Ridley Scott revient comme... il ne sera pas réalisateur, il va être producteur, mais quand même, il va être là. Il est là. Il va avoir un nouveau Blade Runner qui va être sur Amazon. Donc, Amazon... je pense que ça va être peut-être l'été prochain ou l'automne prochain. En tout cas, en 2023. Donc, une espèce de spin-off de Blade Runner. OK, j'ai lu mon histoire. C'est que Ridley, d'abord, il a donné son thumbs up avant de mourir. Il est mort il n'y a pas longtemps. Là. Je pense que c'est son frère. Il a donné son thumbs up pour le Top Gun 2. Donc, il aurait vu le screenplay ou je ne sais pas trop quoi. Et il a donné son thumbs up avant de mourir. Et il l'a fait effectivement pour son frère. Son frère qui s'appelait Tony Scott. C'est ça. C'est lui, Top Gun. Donc, c'est ça. Puis lui qui est mort tragiquement, je pense, dans un genre d'accident, je ne sais pas trop quoi, en 2012. Ouais, donc, c'est le frère. C'est ça. C'est son frère. C'est son frère. Ah, donc, voilà. les fans de Blade Runner, on est super contents de la nouvelle parce que ça va sur Amazon. Puis, dernière affaire, on est là-dedans, là, Netflix, puis tout ça. Vous avez aimé The Queen Gambit, le film sur les échecs? La série sur les échecs, que moi j'ai adoré aussi. Mais vous avez vu, là, le jeune de Montréal, le Flo, le gars, il a 18 ans. C'est le meilleur joueur d'échecs junior, on dit junior, là, au monde. Ça, c'est capoté, là. Le gars, il s'en va là-bas. 7 victoires, 4 nuls. Est-ce qu'il y a du monde qui regarde des games de... Est-ce qu'il y a des diffusions de matchs de échecs à TV ou quelque part sur un genre de golf channel ou échec channel? Je pense que oui. Tu peux aller au stade avec ton gilet, là, avec le nom du joueur en arrière? Non. Normalement, c'est dans des salles pas si grandes que ça. Il y a quand même un peu de monde, là. Mais souvent, les maniaques d'échecs, ils vont regarder les matchs, pas en différé, mais en accéléré. Ils vont voir les mouvements qui ont été faits. Là. Ça veut dire, ils étudient toujours ça. Là. Les échecs, c'est l'infini. Là. La manière de jouer, d'attaquer, puis tout ça. Là. Mais en tout cas, le Flo, 18 ans. Je peux pas tout écouter, là, mais je sais une chose que ça, j'ai pas le temps pour écouter ça, je vous le dis tout de suite. Non, je sais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Flo, le jeune qui s'appelle... c'est le mieux. Sean le mieux. Il est à 2 victoires d'être un grand maître. Ça, c'est capoté, là, parce qu'il y a des grands maîtres, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a 1590. Est-ce que si j'y parle, c'est un gars normal? Non. C'est sûr que c'est pas un gars normal, parce que... Ça, c'est sûr. Les jeunes qu'on voyait dans notre temps, qui étaient bouliés, en passant, là, ceux qui jouaient aux échecs dans les clubs d'échecs des polyvalentes publiques, c'était des gens bouliés. Et aujourd'hui, ça serait probablement vu comme souvent soit des Asperger ou des gens qui ont un peu une forme de mineur d'autisme, mais c'était pas du monde qui, au niveau social, avait une facilité. C'était des nerds, là, ça c'est clair. Mais habituellement, c'est des gens très fermés. Renfermés, exactement. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas des gens très spectaculaires, là. Mais d'après moi, il n'y a pas beaucoup de cheveux verts là-dedans. Non. Non, feeling.
Non, c'est plus des chemises boutonnées jusqu'au cou. Ouais, puis, ouais. c'est ça. Mais c'est le fun pareil. C'est un jeune de Montréal. C'est bien fun. Yes, merci pour la boîte, mon ami Jerry. On est à stand-by pour la poubelle de Jeff. Ouais, t'es chanceux, Jay le Pilot. Tu vas être dans la poubelle de Jeff quand même. Donc, un tour de poubelle. Un petit tour de camion de poubelle, j'ai déjà fait ça. Oui! oui, un tour de camion de poubelle, t'as déjà fait ça dans une de tes jobs. Donc, non, mais elle n'est pas toxique parce que c'est pas celle du vendredi, c'est une poubelle normale. Donc, on fait ça après la pause, ici même sur Radio Pirate Live. Wow! C'est une guitare, je connais ça. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. 1, 2, 3, go! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Poupou! Tiens-toi. Ça, c'est pour un petit clin d'œil aux gens de Sortons les poubelles. Hey, il m'a dit de quoi? En passant, avant de passer à mon premier sujet de la poubelle, je sais qu'il y a bien des gens que ça va peut-être stresser un peu parce qu'il y a des gens qui cachent leur identité par leur job parce qu'ils n'ont pas de liberté d'expression vraiment. Donc, sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, ils doivent prendre des noms inventés pour être sûr de ne pas se mettre dans le trouble avec leur employeur parce qu'on est dans une époque un peu bizarre où les gens doivent faire très attention à ce qu'ils disent parce qu'ils peuvent perdre leur job, imaginez-vous. Donc ça, c'est bien clair, il faudra enlever ça au plus sacrant. Mais il y a vraiment aussi des gens dégueulasses qui utilisent les médias pour attaquer du monde, entre autres, Sortons les poubelles. Puis, on va dire de quoi? Aider de plusieurs journalistes, dont, entre autres, la fameuse vedette de Montréal, la grosse tête, là, Patrick Lagacé, un amoureux de Sortons les poubelles, quand même assez bizarre quand tu vois ça. Bien, il y a le PDG de la compagnie Pyrogenèse. C'est pas important, là. C'est une compagnie qui est en bourse, puis ils se sont fait, eux autres, démolir sur un site. C'est sur le site Stockhouse. Donc, il y avait des commentaires là-dessus qui disaient que les gens étaient des fraudeurs, etc. Donc, ça l'a mis la compagnie sur le cul parce qu'on comparait, entre autres, le patron de Pyrogenèse, qui est une compagnie de Montréal, à Jordan Belfort, qui est le gars qui était dans The Wolf of Wall Street. Donc, ça l'a fait diminuer le penny stock. En tout cas, il est arrivé bien des affaires avec ça. Et là, le juge a donné... ça, c'est quelque chose qui aura des... Ça, c'est... ça va dire de quoi, là? C'est une jurisprudence, les amis. Là. Le juge donne un mandat pour que le site Stockhouse fournisse les informations sur les gens qui se cachent derrière des pseudonymes pour le discréditer, lui et son entreprise qu'il dirige. Ça, c'est le début de quelque chose. Ça veut dire que ça veut dire que c'est quelque chose... Moi, je connais très bien Stockhouse. Là. Ah oui? Ah non, très bien. Je connais très, très bien Stockhouse. Stockhouse, au tournant des années 2000, c'était une des plus grandes places de pump and dump en Amérique du Nord. Donc, c'est quoi? C'est des gens, c'est des forums de discussion de bourse et les gens se parlent, ils font du pompage. Ce qu'on fait sur Reddit en ce moment. Là. Exactement, sur Reddit, c'est exactement ça. Donc, souvent, ça peut être plusieurs personnes ou la même personne avec différents noms. Et là, tu fais du pompage, tu vas sortir de la nouvelle, tu vas parler, tu vas essayer de faire bouger le stock en bourse via les forums de discussion. Stockhouse, c'est un classique. Là. C'est un grand classique. Ils ont même pompé à un moment donné une compagnie d'Ottawa. OK? Je raconte l'histoire, c'est vrai. Là. Je ne vous donne pas les noms, mais une compagnie d'Ottawa, ils ont déménagé, ils ont fait croire que cette compagnie-là allait déménager à côté de chez Nortel. Et Nortel avait plusieurs bâtisses. Oui. Donc, ça voulait dire qu'ils s'associaient quasiment à Nortel. Oui. Là, ils déménagent le siège social à côté de Nortel. Ils ont pompé ça. C'est un stock qui valait 20 cents, 30 cents. Le stock est monté à 5-6 piastres à la bourse, juste sur le jasage. Après ça, il y a eu une liquidation du stock. Il est retombé à 20-30 cents quand la compagnie a dit on n'a aucun rapport avec Nortel, nous autres, là. On l'a juste déménagé près de chez Nortel. Oui, il n'y a pas de lien. Non? Mais vois-tu tout le pompage comme ça? Oui. Mais là, l'histoire, c'est que l'information va être publique.
Ben, regarde, ce que je comprends, c'est sûr que ça enlève une certaine liberté à des gens qui l'utilisent comme du monde. Il y a des fois qu'ils ont des gens qui ont besoin, puis qui s'amusent un peu avec ça. Exactement ça. Ils ont des jobs au gouvernement, ils ont des jobs dans une entreprise où ils ne peuvent pas vraiment s'afficher. Donc, ces gens-là vont disparaître. Donc, tu enlèves une diversité, puis tu enlèves une couleur qui est un peu plate. Mais c'est parce que, malheureusement, il y a des gens qui l'utilisent méchamment. Et dans le cas de Sortons les poubelles, ben là, si, mettons, il y a une poursuite sur Sortons les poubelles, sur ce qui avance, ce qu'ils disent, et qui attaque, ben Twitter serait obligé, parce que dans le cas de Facebook et leur site web, ils ont été démasqués, mais c'est une autre gang qui opère. C'est la gang de QS, c'est la gang de Bolduc, c'est la gang de QS qui opère le compte Twitter. Imaginez-vous que si jamais il y a un juge qui fait comme l'autre, il y a une jurisprudence, s'il y a des attaques, il y a des choses, il faut que Twitter donne tout, là. Quelles sont les adresses utilisées pour s'inscrire? Qui est derrière cette adresse-là? Quels sont les IP qui sont utilisés? Même s'ils utilisent des VPN, comment on fait, etc., etc. Donc, toutes les choses, ça. Et finalement, ils réussissent toujours par trouver les gens au bout de ça. Donc, m'a dit de quoi? Il y a du monde qui doit shaker là. Il y a du monde qui doit shaker là. Que oui. Oui. J'ai énormément de shake en ce moment. Tu veux me faire entendre de quoi, Mr. White, je pense? Oui, tu m'as dit que c'est une surprise. Ben, j'ai trouvé ça sur le web. C'est Radio-Canada qui ont fait ça, puis ils ont reçu des chefs de parti, puis ils leur ont posé des questions à rafale. OK. Mais devine, il y a un chef qui n'est pas allé. Devine lequel? Ben, c'est toujours Legault. Ben oui, puis il a été remplacé par qui? Par la grande. Ah! Madame Guilbeault. Madame fâchée. Double G. Et là, je t'ai mis un audio parce que Double G. Écoute, Double G. Oui, Double G. Double G, GG. Et là, je te dis pas c'est quoi la question qu'ils ont posée, je te dis pas c'est quoi la réponse, mais je te dis par contre que la dernière à répondre, c'est Mme Guilbeault. OK. Tu vois-tu mon audio? Il est où, hein? Deuxième rangée, deuxième audio. OK. Ça dure 7 secondes. Oui. My God. Vous autres, là, êtes-vous vanille, chocolat ou marbré? Excusez, je me suis trompé. Tu te trompes tout le temps. Ouais, je sais, ça, pardon. C'est celui-là, toi. Mais moi, je voulais savoir, le fromage dans la poutine, appelez-vous ça du fromage en grains, du fromage en crotte ou du fromage quick? Ah, excusez. C'est pas ça, là. Les deux! Ah ben oui, les deux. Il y en avait 3. Les deux. C'est trop pour elle. Ah oui, c'est comme les deux. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a nommé 3, là. Suis-moi, là, quand je parle. Ah, je suis de bonne humeur, pourtant. Voici donc le vrai audio. Voilà. Let's go, Jeff, là. Oui ou non, j'ai déjà fumé du cannabis. Oui. Non, j'ai jamais fumé de cannabis. Oui. On va dire oui parce que personne ne va me croire si je dis non. OK. Les autres, ils mentent tout le temps. Les autres, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. Pas capable de dire la vérité. Ah, ben, ça dépend, là. Je vais dire non, parce que si je dis oui, tu me croiras pas. Ouais. Dis-moi, c'est quoi? Je te pose une question. Là, je demande à mon chum Louis, c'est le pot à lunettes, ça compte. Hein? À un moment donné, on avait fumé du pot. Là. Dans le temps, les premiers pots avec vraiment qui poussaient dans le stock hydroponique. Là. OK. On parle de 1980. Mettons 92, ou à peu près. Ouais, 92. Genre 92. Mon chum Louis arrive et dit Hey, lunettes, t'as du nouveau stock. Ah ouais, le pot à lunettes, on le connaît, le pot à lunettes. Mais non, c'est un autre pot à lunettes. Aujourd'hui, lunettes est devenu c'est un dentiste, là, donc OK, c'est pas un cave. Mais le pot à lunettes, elle m'a dit quoi la première fois qu'on avait essayé ça, c'était l'enfer. Là, j'ai dit OK, wow, là, c'est plus du pot, là. Mais tu es obligé de dire oui ou non. Mais les autres sont pas capables de dire oui ou non. Ils disent oui, sinon personne ne va croire que c'est dit non. Hey, juste avant de finir, je sais que hier, j'ai l'air cave, là. Parce que hier, je vous ai dit, que j'étais écœuré d'entendre parler du troisième lien, et que j'étais écœuré d'entendre parler de telle affaire ou telle autre chose. Puis là, je me suis dit, me semble qu'on est rendu à autre chose, ça devrait être réglé. Mais là, j'ai pas le choix parce que on a un pirate qui m'a envoyé quelque chose sur CNN qui nous parle du gros tunnel qu'il y a maintenant. Ben, je pense qu'il a été inauguré. Donc, c'est un tunnel entre le Danemark et l'Allemagne. Donc, c'est le World Longest Tunnel. Okay? Donc, c'est un tunnel qui va descendre de 40 mètres dans la profondeur sous l'eau dans la mer Baltique. C'est un tunnel qui a commencé à construire en 2020. Je pense que dans 2024, il va y avoir les premières affaires qui vont installer. Mais anyway, c'est les prix que je veux vous montrer.
Parce qu'on nous dit ici que... Ici, c'est un petit tunnel, là. Tu sais, je veux dire, le fleuve, quoi? À la hauteur où ils veulent le faire, le fleuve, quoi? Jerry, de visu de même, 2 km? 2 km, à peu près. 2 km, 2 km et demi, max, à peu près. OK. On s'entend là-dessus, hein, Jay? Oui. Mais le pont de Québec à 1 km. Oui, c'est ça, mais c'est un endroit plus large, donc je me mets en 2. Là. OK, mets en 2, 2,5. Le tunnel en question a 18 km. Donc, pour les gens qui veulent savoir en 1000, c'est 11 000,1. Savez-vous comment il a coûté? Est-ce que les euros face au dollar canadien, es-tu capable de faire la conversion? Oui, je peux faire. Parce que là, maintenant, avec les changements, je veux savoir à peu près. Tu l'as à côté, le prix US? Ben, j'ai le prix. Ouais, mais je vais avoir parce que là, le prix US puis le prix euro, c'est pareil. Là. Donc, je vais y aller à l'œil. 10 milliards. Canadiens. Hein? Je vais répéter, là. 18 km, c'est le plus gros tunnel qui est sous 40 mètres d'eau, sous 40 mètres de profondeur, donc en dessous de l'eau. À moins qu'il soit submergé. Je pense qu'il est submergé. Donc, ça veut dire qu'il est dans l'eau dans ce temps-là. Ça veut dire qu'il est à côté dans le fond, puis l'eau, il est dans l'eau. Donc, c'est pas un tunnel sous l'eau, c'est un tunnel dans l'eau, à côté dans le fond. 18 km de long, 7 milliards d'euros, 7,1 milliards de dollars américains, 10 millions de dollars canadiens. 10 milliards de dollars canadiens. Ça veut dire qu'on se fait raconter des histoires ici, là. C'est quoi l'histoire que ça va coûter 10 milliards pour avoir un petit tunnel gros comme rien? Il a dit n'importe quoi. Il n'y a aucune étude, encore une fois. Mais moi, ça ne me surprendrait pas. Ils ont donné le prix avant. Le constructeur va arriver ici, il va dire c'est 10 milliards. Ils l'ont collé pendant 3 ans. Ils l'ont collé pendant 3 ans. Ils ont collé le prix avant d'avoir le prix. Donc, c'est sûr qu'ils n'auront pas un prix ben en bas de 10 milliards. Mais comment... Tu sais, je veux dire, le Danemark, c'est un pays socialiste, le Danemark? Oui, c'est un pays socialiste. L'Allemagne, c'est-tu la grande force de l'économie européenne? Oui. Donc, c'est pas la place où c'est le moins cher. On n'est pas en train de faire un tunnel en Chine là, où la main-d'œuvre est pas chère. Là. Donc, la main-d'œuvre est chère, l'ingénierie est chère, etc. On est dans 2 pays où le coût de la vie est très élevé. Et il arrive avec le plus gros tunnel du monde, il arrive à 10 milliards. Non, je ne veux plus parler de tunnel. Je t'ai écœuré par les tunnels. Mais imaginez-vous si tu disais à ces gens-là, venez donc bâtir un pont entre la rive sud et la rive nord à l'est. D'après moi, on a un pont pour 1 milliard. D'après moi, toutes les discussions qu'on entend là-dessus, c'est fini, là, depuis. Là. Et je veux dire, il me semble que si on fait la règle de 3, c'est évident, hein? C'est évident. C'est évident qu'on se fait fourrer, pas à peu près. En tout cas, regarde, je ne voulais pas parler de tunnel, ça m'énerve. Là. J'étais écœuré d'entendre parler de tunnel, mais je pense que les chiffres qui ont été soulevés méritent quand même un peu d'attention. Merci, Jerry, pour ta présence quotidienne, comme toujours. Jay the Pilot, thank you, man. Ben oui. Et merci également à Mr. White pour toute la production. Si vous voulez devenir membre de Radio Pirate Prime, on a jasé pas mal le matin encore. En fait, on jase à tous les jours, 2h30 sans arrêt. Si ça vous tente d'en avoir plus, ben gars, joignez-vous à nous autres. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner. On se reparle demain. Demain, on lance le week-end. Demain, on lance le week-end avec l'aubergiste. Déjà le week-end. On est déjà en train de parler de fin de semaine. C'est extraordinaire. Ça va vite. Yes. Radio Pirate Live. Demain, on s'en reparle, OK? Bye-bye. See ya. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.